Bonjour à tous et bienvenue sur Mantarin TV. Comme chaque samedi, nous réunissons plusieurs artistes sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons Albert Atikanev, artiste peintre confirmé qui expose régulièrement à Paris et aux États-Unis. Il a remporté le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts et le prix du gouvernement princier de la Principauté de Monaco. Son travail est présent dans de nombreuses collections publiques. Surtout, il expose en ce moment à la Galerie Francis Barlier et à la Galerie de l'Europe. À ses côtés, Thierry Liot, commissaire d'exposition à la Galerie Francis Barlier, et Fadi Moussalem, directeur de la Galerie de l'Europe. Mais avant de commencer cette émission, nous vous prions de noter que la Galerie Francis Barlier propose aux téléspectateurs de Mantarin TV une réduction de 20% sur l'achat d'une œuvre de l'artiste. Cette offre est valable aujourd'hui jusqu'à minuit. Pour en bénéficier, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante: art@mantarintv.fr. Bonjour à vous trois. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Je me tourne d'abord vers Albert Atikanev. J'ai bien prononcé votre nom. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les œuvres que vous y exposez? C'est un travail. En fait, il faut que je précise que c'est un peu le hasard et l'amitié avec Thierry Liot qui ont fait les choses, parce que cette exposition n'était pas prévue de longue date. Et il n'y a pas très longtemps, je passe pour récupérer de la Galerie Barlier une toile que j'avais laissée pour une exposition collective sur la Chine, suite au voyage d'un groupe de peintres et amis en Chine, guidé par notre ami Thierry Liot. Et donc, voilà, je passe récupérer cette toile et on parle de choses et d'autres, on commente l'exposition qui était en place. Et tout d'un coup, Thierry me dit: tu voudrais pas faire une exposition pour le 15 ? Je l'ai prévenu que ce ne sera pas uniquement des toiles récentes, il va y avoir des plus anciennes toiles déjà exposées aux États-Unis. Certaines ne sont jamais exposées en France, d'autres qui sont toutes récentes, que j'ai signées juste avant de les apporter à la galerie. Et puis voilà, la chose s'est faite. Hier, on a accroché l'exposition. Je connais depuis très longtemps la Galerie Barlier parce que un certain nombre de mes amis et confrères ont déjà exposé là-bas. Et j'apprécie cette galerie et voilà, c'est l'occasion s'est présentée. Et on a fait je crois qu'on a fait une belle exposition. J'espère que de ne pas me vanter. Et quelles sont les œuvres que vous exposez alors, Thierry? Peut-être que vous pouvez mieux en parler. On a fini d'accrocher dimanche dernier. Hier. Je pense que c'était Ah oui, c'est tout récent. Bel accrochage. D'accord. Voilà. On va vernir jeudi prochain. Jeudi prochain. Voilà. Ouais. Et les œuvres, vous pouvez quand même les présenter alors Bon, Thierry, si tu permets d'abord moi. Oui. Combien de tableaux alors? Il y a Combien 24 de tableaux ou 27. 30, Une trentaine. Non, même pas. on a exposé 38. 28. On a exposé présentés. 28. Ouais. Mais pour participer à cette parce qu'on expose à la fois dans la galerie et en ligne. Donc l'ensemble fait 38. Exact. Exact, oui. Donc voilà, ce sont essentiellement des paysages avec le temps, comme je vis à la campagne, je vis près de la nature et j'aime ça. Tout naturellement, avec le temps, je me suis tourné vers la nature, le paysage, le travail d'après nature, souvent avec d'après croquis au crayon ou alors des croquis au pastel gras ou carrément des études sur le motif avec avec de la peinture. Avec de la peinture normale à l'huile.
Et après, ce que ces études deviennent à l'atelier, c'est autre chose, parce que le travail d'atelier, c'est un travail plutôt d'approfondissement et de concentration et d'interprétation, je dirais. Parce que l'image qu'on a enregistrée, qu'on a notée, elle nous laisse un peu prisonniers. Et on éprouve le besoin de interpréter, de faire non pas ce qui est présenté sur l'image, quelle qu'elle soit, que ce soit photo ou croquis, mais ça m'a échappé. D'interpréter de se libérer dans l'interprétation. C'est-à-dire, voilà ce que je voulais dire, d'obéir non pas à l'image, mais à l'exigence du format rectangle. Chaque format a ses propres exigences. Et nous autres artistes, je crois, je pense que je parle en le nom de beaucoup d'entre nous, nous devons d'être humbles devant le sujet, devant la nature et devant le tableau. Un peu comme certains bouddhistes qui est bouddhologue, qui s'inclinent devant le cycle avant de tirer, au Kyodo par exemple. Nous aussi, nous devons de respecter ce que la toile, le tableau nous renvoie et obéir aux règles et aux demandes de ce format rectangle. La plupart du temps, un rectangle. Vous exposez en même temps à la Galerie de l'Europe, n'est-ce Oui. pas? Est-ce que ce sont les mêmes œuvres? Enfin, je vais dire, c'est la même thématique que vous essayez d'exprimer à travers vos œuvres? C'est encore des paysages, ouais. peut-être. Évidemment, ce sont des tableaux différents. Ouais. La galerie étant plus petite, il y a un peu moins d'œuvres exposées. Mais je me réjouis parce qu'elle est très bien placée aussi. Dans le 6e, dans le quartier Dans le latin. 6e, oui, wow. Ceci dit, le 8e, la galerie de Thierry, Francis Barlier, est très très bien placée aussi. Dans le quartier des galeries, dans le 8e arrondissement. Vous allez avoir beaucoup de succès. Je l'espère. Alors, je me tourne maintenant vers le directeur de la Galerie de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'exposer ces œuvres? Alors, avec Albert Hadjiganev, moi je suis arrivé à la galerie, il était déjà un des artistes qui exposait à la galerie. D'accord. Et on peut voir dans son travail quelque chose avec la palette qu'il utilise. C'est une palette qui est plutôt sombre, mais après le travail et le résultat qu'on le voit, c'est très lumineux. Ah oui. Et c'est quelque chose qui rapproche les gens de rentrer et regarder l'étoile. Et surtout, on se sent qu'on rentre dans l'étoile, on sent que c'est un monde réel, mais en même temps, on est intéressé de voir, de savoir où et pourquoi l'artiste a utilisé, Albert, cet endroit pour le peindre. Il y a toujours cette palette qui nous surprend. Et comment vous qualifiez l'art d'Albert? Est-ce que c'est de l'art abstrait ou c'est de l'art figuratif ou c'est les deux à la fois, alors Thierry? C'est plutôt figuratif parce qu'on voit à chaque fois l'image de quelque chose. Et on comprend. Le commun des mortels peut comprendre ces œuvres? Oui, pour comprendre ce que c'est. Mais après, comme toute peinture, c'est une question de sensibilité. C'est vrai. Ce qu'on voit dans une peinture, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'image. C'est un peu une musique des couleurs qui fait... Enfin, c'est... Comment dire?
les sujets d'Albert est assez commun, très commun. Comment, Mais c'est-à-dire Ordinaire. C'est ordinaire. Très ordinaire. Oh, mais, Oui. par exemple, C'est un coin de la forêt, c'est très proche de la vie de tous les jours, c'est ça? mais un type différent de vie de tous les jours. C'est plutôt Oui. tous les jours, Tout mais à fait. un peu à Le l'écart. regard, des son endroits- regard sur la, c'est peut-être son regard sur la vie de tous les jours. Oui. En fait, C'est la vie de tous les jours. les endroits qu'on voit dans l'étoile d'Albert, c'est dans la nature. On trouve ça dans les plupart d'endroits où il y a des arbres ou de l'eau. Mais après, la façon qu'il la représente, ça nous fait rêver d'une façon. On se dit, ça existe, mais en même temps, quand on est dans cet endroit, on ne le voit pas de la manière qu'il la représente. Donc c'est à peu près un peu magique. Oui, il y a beaucoup de, on va dire, subjectivité dans sa façon d'exprimer Évidemment. la nature. Évidemment, comme beaucoup de peintres d'ailleurs. Mais comme tout art, Comme tout art, voilà. Et Même c'est si- ça la part de créativité. C'est ça la part de Même beaucoup créativité. de créativité quand on regarde le tableau. Chacun le Ouais. regarde de façon différente. Et si C'est on ça. regarde les points communs que les gens puissent voir, c'est peut-être ce paysage qui est un peu distant, par exemple, par rapport à la vie urbaine, qui est reposant. Enfin, n'importe qui pourrait voir cet aspect de tranquillité, cet aspect apaisant. j'espère. Je fais ça pour ça. D'ailleurs, j'ai préfacé un de mes catalogues, je ne sais plus, à la Galerie de l'Europe ou à la Hugo Gallery à New York, je l'ai préfacé comment on appelle ça j'ai oublié en français, j'ai oublié en anglais comment on appelle ça. Du coup, En chinois, Vous êtes polyglotte, vous parlez plusieurs langues. Je parle très mal l'anglais. La profession de foi, ce qu'on appelle profession de foi, c'est cette déclaration de l'artiste ou de n'importe quelle personne qui veut dire aux autres ce qu'il pense. Et dans cette profession de foi, dans un des catalogues, je dis que mon but, ce n'est pas autre chose que d'entrer dans la vie de l'homme pressé d'aujourd'hui pour lui apporter quelque chose qu'il a vu quelque part, mais qui n'a pas eu le temps de s'arrêter pour le regarder. Parce qu'on a tout le monde est artiste, tout le monde voit la beauté. Mais souvent, la vie nous presse de telle façon qu'on n'a pas toujours le temps de la voir. On attend les vacances pour s'arrêter et pour admirer le coucher de soleil. Voilà, après, ça c'est le but. Mais après, il y a aussi la manière de faire. Et ça, c'est personnel. Et personne ne peut remplacer l'autre. Voilà, si on prend un zoom d'une toile, un petit détail, et on le zoome de très près, très souvent, on ne reconnaîtra rien de ce que j'ai fait. Absolument rien. Et vous vous éloignez et petit à petit, vous découvrez les choses qui se... Excusez-moi, mes mains sont un peu abîmées, mais voilà, c'est le travail aussi. À force de travailler, vous avez les doigts plus ou moins Je abîmés. sors de chez l'allergologue qui m'a dit que c'est certainement à cause de térébenthine, à cause de la peinture, des matériaux que j'utilise. Donc voilà, et je ne suis pas fier de mes mains abîmées, mais bon, ça arrive. Et je les montre au public. C'est le les choses de résultat la d'un vie. travail acharné, On ne travaille pas de façon acharnée quand on aime ce qu'on fait. passionné. On peut être fatigué quelquefois, mais voilà, passionné. Passionné, Peut-être ouais, s'approche plus de la réalité. Quand on aime, on ne compte pas. Exactement. Ouais. À qui je le dis récemment? À une Bulgare. Je suis bulgare d'origine. Ah ben justement, Euh. vous êtes bulgare d'origine. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Longue histoire. Si je dois
tout le monde aime parler de soi-même. En résumé, bien J'adore sûr, parler hein. de moi. Quelle bonne idée, j'ai honte. Bon, c'est aussi loin où je me souviens, je tentais de passer inaperçu et on me remarquait toujours. Parce que le prénom Albert n'est pas du tout bulgare. Non, Il n'est justement. pas du tout utilisé. Donc tout le monde... C'est très Ah ben, français, c'est quoi, ça? Albert, hein. C'est qui? C'est lui, Albert. J'arrive en France, je m'appelle Albert, tout va bien, mais Adjiganev, comme je vous ai dit tout à l'heure, C'est ça. ma boulangère... J'ai bien m'appelait- prononcé, hein, quand même. Ma boulangère m'appelait Monsieur Albert. Mon père était peintre. Ah oui. Je voulais faire n'importe quoi au monde, mais pas ça. Parce que je trouvais que c'est un métier de feignant. Je trouvais qu'il passait plus de temps à aller à la pêche que dans son atelier. Ou voilà, je lui reprochais plein de choses comme beaucoup de garçons peuvent reprocher à leur père. Et donc, j'ai commencé, après mes études secondaires, j'ai commencé à faire du travail d'organisateur. J'ai fait une école de sport-études, j'ai fait du travail d'organisateur d'événements sportifs, mais très vite, Rien à voir avec la peinture, tout ça. absolument hein. rien à voir. Mais très vite, je me suis rendu compte que je ne peux pas faire ça. Et très très longtemps, je me suis questionné qu'est-ce que je peux faire Dans la vie. pour dire ce que j'ai à dire Mhm. et que pour que je puisse le dire assez bien. Donc j'ai complètement tenté l'écriture. Non. Ça vous a pas plu? Non, non, c'était pas pour moi. Pourquoi pas, hein? Enfant, j'ai fait un peu de violon, après j'ai fait un Ah, peu de vous avez guitare. touché un peu à tout, hein? Ah, Pour essayer de trouver votre voie, n'est-ce pas? Ben, Ou par, encore une fois, par plaisir, par passion. Je pense que c'était la seule chose que j'arrivais à faire convenablement, La peinture. la peinture. Ah, L'écriture, ça allait pas. Ouais. Je me suis vaguement essayé au théâtre Ouais. amateur, pas Non. du tout. non. À la musique, pas du Non. tout. J'avais pas le talent, donc je n'avais pas l'éducation non plus. Donc voilà, ben, c'était la peinture. Et la peinture, c'est un métier un peu piège. Piège, un métier piège. Oui, très vite, vous En quoi est-ce que obtenez... c'est un métier piège? J'explique. Très vite, vous obtenez des résultats assez... Tangible? assez convaincants. Assez relativement convaincant. convaincants. Et vous dites, ah, tiens, je pourrais peut-être faire ça. Mais après, la route devient très, très, très longue et sinueuse. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes déjà pieds et mains liés dans la peinture et vous ne pouvez Vous pouvez plus plus faire reculer. chemin en arrière. Ouais. En arrière. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passait dans mon cas. Je ne sais pas, chaque artiste a son propre itinéraire. Bien sûr, son chemin. Hein. Voilà. Tout à fait. C'est comme ça que je suis arrivé. Ouais. Et finalement, et- enfin, après avoir tâtonné, hein, vous avez décidé de vous lancer dans la peinture. Oui. C'est ça. C'était encore Donc c'est un choix délibéré de votre part. Oui, oui, bien entendu. Bien entendu. Mhm. C'était aussi un choix un peu stratégique. 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 La Bulgarie étant à l'époque un pays d'une... je ne sais pas si je dois C'était dans les années 60, pays lié à 70. l'Union soviétique, Ah oui, oui, oui. avec un régime dictatorial. On était en pleine guerre froide. Hein. Voilà. Voilà. Et les artistes en général avaient un peu plus de liberté. On les laissait un peu sur la marge, on ne les embêtait pas trop. Trop. Et pour moi, c'était une façon
de me placer un peu en dehors de la société, tout en étant reconnu par la société. D'ailleurs, en France, c'est relativement la même chose. N'importe quelle société tolère les artistes tout en les laissant un peu sur la marge, mis à part les grands stars, évidemment. Et pourquoi avez-vous choisi la France plutôt qu'un autre pays alors? Ah, tout ce que j'ai lu Parce que depuis c'est un mon pays de enfance, liberté et de tolérance. de liberté et de culture, en tout De cas. culture, C'est à bien cause sûr. de Maupassant, à cause de Victor Hugo, à cause de Balzac et d'autres dont les noms m'échappent, à cause de la peinture. La peinture, j'ai été bercé, même si ce n'est pas réellement dans les musées, mais dans les livres de mon père, j'ai été bercé avant tout par la peinture de 19e français. Et depuis que je peins, je tente à me rapprocher le plus possible. Un jour, je me suis acheté chez un antiquaire une toile que je croyais être exactement ce que je voudrais faire. Je l'ai accrochée chez moi. C'était pas du tout ça. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que je faisais. En fait, vous passez votre vie à chercher, n'est-ce pas? Mais c'est le travail de l'artiste en général. Oui, évidemment. J'ai une maxime de Montcru. Oui. Un artiste défini, c'est un artiste fini. Voilà. Tout à Vous fait. définissez un artiste, vous disiez, je vais cracher sur les confrères. Attention. Comment il s'appelle, l'étoile noire Soulage. Soulage. Voilà, Soulage, c'est un artiste défini. Pour moi, il n'existe plus. C'est fini. Je sais que ça coûte très cher, je sais que des investisseurs, d'ailleurs beaucoup, je pense, vont perdre leur argent un jour ou l'autre, parce que, vous savez, lorsqu'il y a de la spéculation, au bout de la chaîne, il y a toujours quelqu'un qui paye pour les autres, qui sont enrichis. Inévitablement. Donc, à chaque fois qu'on cherche à spéculer sur n'importe quel sujet, il faut prévoir aussi ça. D'abord, il ne faut pas être trop gourmand, et ensuite, il ne faut pas trop miser sur la spéculation. Est-ce possible de spéculer sur votre peinture, hein? Je n'en sais rien. C'est peut-être parce qu'on ne spécule pas sur ma peinture que je dis ça. Alors, comment vous je comprenez sais. cette expression, spéculer sur l'œuvre d'un artiste, puisque vous êtes chargé de le faire découvrir, en fait? Oui, alors en fait, nous, notre travail comme galeriste, toujours quand un artiste il s'introduit à la galerie, la première chose, on regarde l'étoile. La deuxième chose, on regarde le caractère de l'artiste, parce que pour nous, il faut qu'on puisse travailler et défendre l'artiste. Pour un galeriste, il faut qu'il défende son artiste. Et donc, si ces deux critères sont réunis, alors après, le travail du galeriste va être plus facile. Parce que quand un client aime le travail ou il est intéressé, après, c'est à nous de lui faire comprendre aussi le caractère de l'artiste. Pourquoi cette toile-là? Pourquoi l'artiste il est parti dans cette direction du travail? Donc, pour moi, quand les gens sont intéressés par le travail d'Albert, on vend pas seulement la toile, mais aussi on vend aussi une partie de l'artiste, parce que les gens ils voient ce tableau dans leur entourage, parce que l'intérieur de la maison, ça fait partie à un moment de chez nous. Donc ils ont besoin aussi de comprendre l'artiste pour qu'ils puissent. Alors, après avoir fait parler l'artiste, j'aimerais bien que vous parliez de votre travail au quotidien. Oui. Comment faites-vous pour, on va dire, faire découvrir un artiste? Alors, à la Galerie de l'Europe, comme galeriste, nous, la galerie, elle travaille avec des artistes contemporains, abstraits
au figuratif. Après, les critères, c'est toujours de rester dans la même ligne avec les autres artistes. On expose aussi de la photo, donc même s'il y a la photo et la peinture dans la galerie, on essaie toujours de rester avec la même ligne du travail, même critères entre les artistes, parce qu'un artiste évolue ou met plus en avance un autre artiste de la galerie. Et donc avec le travail d'Albert, ça aussi donne plus de force à votre artiste qui expose dans la galerie, plus de crédibilité. Donc. Thierry, alors maintenant à votre tour de présenter votre travail de commissaire d'exposition. D'accord. Votre travail est un peu similaire au sien, non? Oui, faire fonctionner une galerie. Une galerie, voilà. Comment vous travaillez? Chez nous, on a un peu partagé le travail administratif et le travail de relation avec les artistes. Si on revient à la question du rôle de la galerie par rapport à la spéculation, je pense qu'on est un peu loin du monde de la grande spéculatif. Ouais. Oui. Ah oui, d'accord. Bien qu'on puisse jouer le rôle de présenter l'artiste et que l'artiste puisse intéresser un spéculateur. Ça peut arriver, mais nous nous adressons surtout à vraiment des amateurs d'art qui tombent comment dire, sous le charme de l'œuvre, qui l'achète pour l'accrocher chez lui ou bien l'offrir à des personnes qu'ils aiment, plutôt que de revendre très vite pour se faire de l'argent. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Je sais bien que je ne travaille pas pour une galerie qui travaille pour moi en disant ça, mais si vous regardez l'histoire de l'art, vous verrez que les grands collectionneurs qui sont rentrés dans l'histoire, qui ont donné leur collection à des musées, ces gens-là n'ont jamais acheté pour revendre. Jamais, jamais. Peut-être le cardinal Mazarin au XVIe siècle. 16e. Peut-être. Il achetait de l'œuvre d'art pour tout à fait, parce que les clients... comme richesse, mais mis à part, les grands collectionneurs n'achètent jamais pour revendre. Non. Oui. Le client, quand il recherche à acheter un tableau, il ne pense pas à le revendre. Je crois pas. Il pense, est-ce que ce tableau, pourquoi je veux l'acheter? Est-ce que peut-être c'est les couleurs, ça peut être on se sent dedans, on se voit dedans, dans ce tableau, on voit quelque chose des sentiments qu'on ressent avec la toile. Il ne pense pas que... Bien sûr, c'est un investissement, mais... pour eux, c'est quelque chose qui représente leur intérieur, comme j'ai dit avant. Donc, c'est pas les vrais collectionneurs, ils ne pensent pas qu'ils doivent revendre après. Alors, Albert, il paraît que vous avez passé un séjour en Chine en mai 2018 avec des artistes français et chinois. Et un autre en juillet, oui, 2. Ah oui, 2. Les 2 avec Thierry. Les 2 avec Thierry. On a fait plusieurs séjours en Chine. Et celui que vous avez effectué en mai 2018, alors c'était le tout premier. Oui. Alors vous avez pu échanger avec les artistes chinois, par exemple, lors de ce séjour Dans le premier à Wenzhou, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai plus échangé avec les aides traductrices. On avait une belle équipe de traducteurs. Qu'avec mes confrères et consoeurs. J'ai eu un contact plus approfondi avec quelqu'un qui parlait anglais et russe. Il se trouve que je parle, disons, relativement correctement les 2 langues. Et donc on a pu échanger avec Jusha. Ah, Jusha. Oui. Plus en profondeur. De l'Académie des Beaux-Arts de Sichuan. Ah oui, un artiste. Un peintre chinois. Un peintre chinois, oui, alors
Eh ben, c'est devenu un ami. Puis j'ai rencontré lors de la visite des peintres chinois en France, j'ai rencontré un couple de jeunes artistes avec qui, mais je crois que j'ai perdu leurs coordonnées. Je les ai quelque part sur WeChat, mais tu sais bien, loin des yeux. Vous utilisez WeChat aussi? Ouais, je suis obligé. On va s'ajouter sur WeChat. Je ne pouvais pas zapper facilement les amis que je me suis fait là-bas. Je sais que certains de mes collègues, au retour de voyage de Chine, ont éliminé WeChat. Moi, je me suis fait des amis. Et des amis ça, c'est déjà 2 ans et ils ne sont pas démentis. Voilà. On avait un colloque, hein? Oui. Ouais. Alors, vous qui êtes allé plusieurs fois en Chine et vous avez pu échanger avec des artistes chinois, selon vous, quelle est la différence entre la peinture occidentale et la peinture chinoise? Est-ce qu'on doit la chercher, la différence? Je ne sais pas. Il y a vous n'avez pas posé de questions. Il y a certainement des différences, mais comme il y a des différences entre Fad et moi, entre vous et moi, etc., il y a toujours une différence quelconque. Maintenant, je ne cherchais pas à... Comme un de nos autres, par exemple, il cherchait toujours à comparer, à mettre en évidence la... Ça a du sens quand même, non? Pas pour vous? Non, c'est universel. C'est universel. Oui. Il y a des grands artistes chinois. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de cette profondeur qui, avec 2 traits, 2 d'encre, font un chef-d'œuvre. Et on ne sait pas. Et nous autres stupides artistes qui travaillons, qui laborons pendant longtemps pour essayer de saisir la quintessence de la vérité, et ce grand monsieur, excusez-moi, je n'ai pas retenu les noms des grands anciens chinois, avec quelques tac, il a tout dit. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la quintessence. Oui. On ne peut pas. Mais en même temps, puisque c'est à la mode, lorsqu'on voit un tableau de Monet, j'ai vécu une expérience à Guggenheim Museum. Je passe, vous savez, il est comme ça en spirale, le musée de Guggenheim à New York. Donc je passe devant le tableau, je dis, ouais, un tableau quelconque, pas très grand, à peu près 80 ou 1 mètre sur 80 cm, tout au plus, enfin, pas très grand tableau. Je fais le tour et je le vois en diagonale de l'autre côté, à une 50aine ou même peut-être plus, 100 mètres. Il a remplissé l'espace. Comment ça se fait? Ça, c'est la magie de $. Bon, est-ce que tout le monde, est-ce que tout artiste, à chaque moment, est capable de rendre de tels chefs-d'œuvre? J'en sais rien. On essaie. Et c'est, comme j'aime bien le dire aussi, c'est le cheminement finalement qui compte. C'est la route qu'on va... Oui, c'est un travail aussi sur soi-même, parce que pour arriver à ce point, je crois que n'importe quelle personne dans leur vie normale, ils ont besoin de travailler sur un chemin sur eux-mêmes. Et surtout, je crois qu'avec les artistes, parce que l'artiste aussi, il travaille pas seulement avec ses mains, il travaille aussi avec son corps, la psychologie, sa culture. Donc il y a tout, il met toute son énergie dans la toile ou dans l'œuvre. Et ça peut être un moment où tout ressort d'une façon très simple et fluide. Oui, on appelle ça le moment de grâce.
Et c'est vrai que chaque artiste, les grands artistes que je connais, dont j'ai lu les biographies, ont appelé ce moment de grâce différemment, mais c'est toujours un moment de grâce qu'on cherche quelque part. Le pic de la carrière. Voilà. Vous exposez souvent en France et aux États-Unis, hein, n'est-ce pas? Oui, à peu près tous les un an et demi. Ah oui. En France, C'est un rythme quand un an même et demi fréquent, hein. Ouais. aux États-Unis. Ouais. Est-ce que Thierry, vous Et avez Thierry, aussi... si c'est nouveau, moi je souhaite que nous continuions à travailler Justement, longtemps. c'est la question que j'allais lui poser ou j'allais Pardon. vous poser. Est-ce que vous avez essayé d'exposer Albert en Chine? On a déjà exposé. deux Vous fois. savez déjà? Un Ah groupe, oui, oui, un groupe. déjà. Des expositions de groupe, pas exposition personnelle. Oui, pas personnel, mais toute tous les artistes français qui Ouais. participent. Ouais. Et Il y avait on- quelques acquisitions, évidemment. Ah, c'était où, évidemment, alors c'est pas Je pense forcément. qu'on a tout vendu. Vous avez tout vendu. Oui, Quel nous succès. avons apporté très peu de Oui. toiles Mais chacun. c'est déjà pas mal. 3 à 5 par personne. Ouais. Waouh. C'était où? La première exposition et les premiers séjours d'artistes, c'était dans le Wenzhou. Ah, Wenzhou. Voilà, on a exposé une œuvre en ce moment à la Mhm. galerie, Ouais. qui est Minjiang, Mhm. qui représente ce qu'il a vu à ce moment-là. Ah. Voilà. Et il y a une petite étude de Wenzhou Oui, aussi. oui. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Non, j'ai sorti d'autres toiles, mais il y a une autre qui se trouve à New York. Voilà, je disperse le peu de choses que j'ai de Chine. Ça veut dire que vous disperse un peu. exposez en France, aux États-Unis et en Chine, n'est-ce pas? Malheureusement, mon exposition à New York devait débuter le 28 mars. Donc, Ça a été annulé. il était déjà confiné et devait durer jusqu'à 17 avril. Il était toujours confiné. Après, mon galériste devait aussi faire un peu de place à mes confrères pour essayer. Il m'a vendu 3 tableaux, mais c'est rien pour une exposition à New York. Ah, Non, normalement, c'est... quelle est la moyenne alors? Ah, En termes de vente? mais je ne saurais pas le dire si je compte les moyens entre les 3 tableaux vendus à cette exposition et tous les tableaux vendus à des expositions, à d'autres expositions, c'est la moyenne doit être au milieu. Mais la plupart du temps, on vendait autour de 20-25 tableaux. Par exposition. Par exposition. C'est beaucoup, non? Ça le mérite, bien, hein, voilà. les gens apprécient. J'ai eu des collectionneurs chinois qui m'ont acheté à New York, oui. Et pas je ne sais pas, est-ce que ce sont des Chinois de continentaux Voilà. ou de Taïwan ou C'est ça. de Hong Kong. En tout cas, ce sont des Asiatiques. Voilà. Ouais. Il y a une autre galerie à Hong Kong avec laquelle j'ai failli travailler, c'est une galerie relativement célèbre. Catherine Kwai, je crois que ça s'appelait la galerie. C'est une dame qui est une femme d'affaires assez importante. Ouais. Et la galerie porte son nom. Et puis ça s'est pas fait au dernier moment. Voilà, c'est comme ça. Elle avait la moitié des artistes européens, l'autre moitié chinois. Et le temps qu'on se retrouve, tous les artistes étaient chinois et un japonais. Et il n'y avait plus d'artistes européens. Visiblement, il y avait plus d'intérêt pour les artistes chinois. Alors Albert, vous êtes un peintre à succès puisque vous avez gagné plusieurs prix, hein, dont le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France en 1989, je parle sous votre contrôle, et le prix du gouvernement princier de Monaco. J'imagine que ces prix-là, comme d'autres que vous avez gagnés, hein, ont dû booster votre carrière de peintre, non? Oui. Oui, De quelle manière? Je peux pas. C'est-à-dire que la répondre visibilité, différemment. la célébrité... Le Grand Prix de peinture de l'Académie des Beaux-Arts consistait en
donner une bourse suffisamment importante à l'artiste pour qu'il puisse travailler un an tranquille, sans souci d'argent, C'est ça. et présenter une exposition dans un lieu ou plusieurs Prestigieux. lieux prestigieux. Donc, mon exposition à Paris, grâce au célèbre, déjà décidé compositeur Marcel Landowski et son amitié avec les Chirac, qui ont été maires, Jacques Chirac était maire à l'époque. Grâce à cette connexion, j'ai obtenu le privilège d'exposer à la salle Saint-Jean dans l'hôtel de ville de Paris, qui est une très belle et grande et très prestigieuse salle où des grandes pointures, des très grands artistes ont exposé déjà. Donc moi, me retrouver là-bas, pour moi, c'était une consacration. C'était un grand privilège, voilà. En quelque sorte, le succès appelle le succès. Voilà. Ouais. Cette exposition a été visitée par plusieurs personnes, évidemment par beaucoup de monde. Certaines m'ont écrit. Il y a un qui m'a présenté à une galerie dont il était habitué. Et donc, le galeriste, une vieille russe, regarde. Hadji, je vous prends. Voilà, c'est tout ce qu'elle a dit. Mais vous dessinez très peu. Il faut que vous dessiniez plus. Et elle avait l'œil. Elle avait l'œil. En effet, dessiner en noir et blanc, j'aime pas beaucoup. Voilà. Elle m'a tout de suite repéré. Elle m'a mis dans une boîte. Elle a décidé que, je me souviens, après la première expo qu'on a C'est un fin connaisseur de l'art. Hein. Oui. Oui, je pense. C'est le cas de Elle a le commencé avec des grands artistes. Elle a commencé avec Giorgio Morandi, un artiste italien, qui a traversé tout le XXe siècle. Elle a exposé un autre artiste qui aussi est mort, qui s'appelle Pierre Le Sieur, comme la famille de Suille. Mais voilà, c'était un grand artiste. Et d'autres. Et lorsque je suis entré dans cette galerie, beaucoup de mes amis et confrères ont été très jaloux. Parce qu'ils rêvaient depuis longtemps d'entrer dans cette galerie. L'actuel Nicolas Demant. Ok. Voilà. Cette galerie était morte depuis longtemps. La galerie a été reprise, elle s'appelle différemment, elle expose d'autres choses, etc. Et il avait continué. On voit que vous avez bien choisi votre voie. Hein. Est-ce qu'on choisit tellement? Puisque vous avez tâtonné. Des fois il me semble que vous avez essayé de vous lancer dans l'écriture, ça vous a pas réussi. Je me demande si le bon choix, ce n'est pas le manque de choix. Je suis parti de la Bulgarie parce que je n'avais pas d'air, je ne pouvais pas respirer. Je manquais d'air. Voilà. C'est un choix très pragmatique. Je n'ai pas de l'air ici, je vais voir si j'ai de l'air ailleurs. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est le destin? Pardon? En quelque sorte. Est-ce que c'est le destin? C'est nous qui... C'est aussi, certainement. C'est le dessin qui a mis la peinture sur votre chemin. Possible. Seulement, non, mais probable. Ça fait 40 ans que je vis de la peinture, Oui. donc il me semble que si. Ouais. Alors, Peut-être que finalement je suis peintre. Au-delà des prix que vous avez gagnés, votre œuvre est présente dans plusieurs collections publiques, sans parler des collections privées. Comment ça s'est passé alors? Le Crédit Agricole, c'est une banque peut-être la plus grande en France. C'était l'or de prix, c'est le Crédit Agricole qui sponsorisait le prix, donc voilà, ils m'ont acheté une toile et puis une autre grande. L'Académie des Beaux-Arts, c'est moi qui leur ai offert la toile. Voilà, j'étais tellement heureux et M. Landowski était une
une personne de telle qualité, de telle noblesse, que j'étais admiratif et je lui ai offert, pas à lui personnellement, à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai offert une toile. Voilà, et puis il y a d'autres banques qui m'ont acheté comme ça, il y a d'autres. Il y a des petits musées, le musée de Brive-la-Gaillarde, le musée de Conches qui est à côté de chez moi en Normandie, qui m'ont aussi acheté, et j'oublie. Je peux me vanter avec d'avoir parmi mes collectionneurs Thomas Campbell, qui était le directeur du musée métropolitain pendant quelques années, pendant une douzaine d'années, et qui m'a acheté une toile. Après, il est parti en Californie pour d'autres postes. Je ne l'ai plus revu, malheureusement, mais bon, c'est la vie. J'ai aussi un prix Nobel, James Roberts, prix Nobel de médecine et biologie, un truc comme ça. Et, que de succès. Succès, je ne sais pas, ce sont des circonstances, ce sont des occasions. En effet, mais vous parlerez à n'importe quel artiste, il aura certainement signé quelques mains de ministres et quelques mains de célébrités. Ça arrive très souvent dans le métier. Vous allez parler à Fadi ou à Terry, et ils vont dire que par les galeries, souvent, il y a des gens connus qui passent. Ils n'achètent pas, ils achètent ou ils n'achètent pas, mais... Oui, on a toujours... c'est un monde d'art où on voit tout le monde est bienvenu dans les galeries pour regarder de tous les âges, les petits, les gens connus, pas connus. Les portes sont ouvertes pour tout le monde, donc évidemment on voit de temps en temps des gens connus qui rentrent dans la galerie, qui apprécient le travail des artistes. Et ça nous motive et ça motive aussi les artistes. Évidemment, oui. On peut se dire que cet artiste, il intéresse plein de monde et la galerie, elle représente aussi des bons artistes. Donc, de tous les côtés, c'est important. Dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui aimeraient faire entrer leurs œuvres dans des collections privées et publiques? Question difficile. Question difficile. Qui appelle une réponse difficile. Et j'aime pas donner des conseils dans la mesure où le conseilleur, comme le proverbe français le dit, le conseilleur n'est pas payeur. Donc il peut donner des conseils, mais il n'est pas là pour les voir s'accomplir ou pas. Donc j'aimerais bien éviter de donner un conseil. Il y a un seul qui est étroitement lié, qui est inhérent au travail d'artiste, mais à n'importe quel travail, le vôtre, l'opérateur, n'importe qui, c'est le travail. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous travaillez, vous arrivez à quelque chose, c'est inévitable. Et si ça ne marche pas là, ben vous tapez à côté, peut-être ça va marcher. Voilà. Ouais, ça me rappelle une maxime d'Edison, celui qui a inventé l'électricité. Il a dit: le succès, c'est 99% de travail et 1% de génie. On attribue quelque chose de similaire à Picasso aussi. Oui, dans des pourcentages. Mais oui, voilà, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai. En tout cas, je vous souhaite encore plus de succès.